Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour votre émission Le Point, l'émission débat de la RTDS qui passe au peigne fin les sujets ayant fait la une de l'actualité de la semaine. Et comme vous le savez, nous recevons chaque semaine des confrères journalistes avec qui nous essayons d'analyser ces sujets-là. Pour nous accompagner pour le compte de cette émission, nous recevons Amouzou Pedro Francis, journaliste. Bonsoir Amouzou. Bonsoir chers collègues et bonsoir à vos auditeurs. Voilà, une nouvelle figure dans cette émission, c'est celle de Augustin Sizi, le président de l'OTM, entendez par là, Observatoire Togolais des médias. Augustin, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous allons ouvrir les débats avec la marche ou les marches annoncées pour le 21 novembre prochain. Je vais parler des marches conjointement, peut-être pas conjointement organisées, hein, les marches de l'opposition d'une part, et de l'autre côté, les marches de la majorité silencieuse, des marches qui s'annoncent vraiment chaudes à Lomé, parce que l'opposition, d'abord de son côté, organise cette marche pour réclamer des réformes. Francis Pedro. Exact. CAP 2015, voilà. Entendez combat pour l'alternance politique en 2015, a depuis une dizaine de jours déjà lancé un appel à la population pour une manifestation pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Cette marche, tout le monde le sait, est une marche pacifique d'après les organisateurs. Alors, dans la foulée, on apprend aussi que le parti au pouvoir organise une marche le même jour, le 21. Bon, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque la loi constitutionnelle dit que nous sommes libres de manifester, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour moi, c'est une bonne chose que le pouvoir et l'opposition fassent une manifestation pour réclamer les réformes enfin. C'est très important, parce que ces réformes-là ont été annoncées depuis le 20 août 2006. Voilà. Et depuis cette date, on ne fait que reléguer au calendrier grec ces réformes-là à tout vent. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Voilà. Ce sont ces réformes-là qui ont donné la légitimité au pouvoir en place aujourd'hui. Oui, tout le monde sait qu'en 2005, beaucoup de choses se sont passées. Et ça, la classe politique est allée dans un dialogue pour pouvoir exorciser le mal. Alors, une fois on commence par exorciser le mal, voilà. Les gens retrouvent leur légitimité, ils ne veulent plus faire les réformes, c'est pas normal. Voilà. Il faut revenir à de meilleurs sentiments et le moment est propice pour que le pouvoir en tout cas, se donne les moyens de faire ces réformes-là obligatoirement, auquel cas, mais il faut demander à la population d'utiliser son droit souverain. Augustin Sizi, on a l'impression d'assister à le même scénario, contestation, marche, on réclame des réformes. Et à la levant les choses, on risque d'aller aux élections même sans ces réformes. C'est l'impression que vous avez aussi? Bon, disons que, est-ce que nous allons parler d'impression que nous avons dans ce qui est en train de se passer, je pense que en tout bon Togolais, il faut souhaiter quand même que tout ce que nous pouvons faire en sorte à amener l'apaisement, davantage d'apaisement dans le pays est quelque chose de bon. Maintenant, l'opposition, à travers CAP 2015, annonce une marche pour le 21 novembre prochain pour réclamer les réformes. Je pense que dans le fond, il n'y a pas de problème à cela, sauf que vu qu'il y a deux partis d'opposition également, notamment le CAR et l'ADI, qui sont dans une logique d'introduire une proposition de loi dans ce sens-là. Je pense qu'il est très important aussi qu'au-delà de cette marche, qu'on réfléchisse davantage à comment peut-être dans une certaine mesure soutenir cette action. Maintenant, si en dehors de l'objet de la marche, notamment pour réclamer les réformes au sein de notre pays, il y a peut-être un tout autre agenda ou une toute autre idée. Je pense que moi, à mon sens, j'ai l'impression qu'avec la majorité silencieuse aussi qui veut faire, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui veut faire aussi une marche le 21, on assiste un peu
à la rupture de l'occupation de la rue par une seule partie de la politique au Togo. Donc le parti au pouvoir n'a plus tellement envie de faire les enfants de cœur. Ils veulent aussi peut-être occuper la rue. Voilà. Assistera-t-on à une sorte d'équilibre des terreurs, si terreur il y a, ou bien on va assister à des marches pacifiques qui ont peut-être des objets qui sont plus ou moins communs. De toute façon, ce que moi je pense, c'est que c'est aussi l'expression de la démocratie dans notre pays et il appartient aux autorités en charge de l'organisation ou du contrôle des manifestations, de faire en sorte que les itinéraires ne soient pas forcément des itinéraires qui vont se rejoindre quelque part et que la sécurité soit assurée. Et qu'on assiste eh bien, au soir du 21 novembre à une fierté de constater qu'au Togo, il y a deux tendances politiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui ont manifesté et qui ne se regardent pas forcément en chien de faïence. Voilà. Oui, mais ce qui est un peu surprenant, on sait la raison pour laquelle peut-être le CAP 2015 marche. De l'autre côté, on ne sait pas la raison évoquée. Jusque-là, c'est pas clair. Oh, il faut comprendre cela. Mon confrère a bien fait de dire que les uns et les autres veulent occuper le terrain pour en tout cas montrer un peu leur détermination. Mais ce qui est patent et que tout le monde voit, c'est que les réformes ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites. Pourquoi elles ne sont pas faites? Quand un gouvernement inscrit ça dans sa politique générale, vient au-devant de l'Assemblée nationale et reçoit l'onction de l'Assemblée nationale des années et refuse de faire ces réformes-là, il y a quelque chose qui cloche. Et on doit se poser beaucoup de questions. Pourquoi on ne fait pas ces réformes? Pourquoi c'est en ce moment-là, lorsqu'il reste à peine quelques mois, on dit que la loi on parle de rétroactivité, ce qui était ubuesque. Mais c'est la raison pour laquelle les débats avaient achoppé entre temps. Ubuesque. Quand on parle de la loi, la rétroactivité de la loi n'est invoquée que dans le pénal. Oui, mais tous les juristes sont là pour nous dire c'est en pénal qu'on parle de rétroactivité. Lorsqu'on est là dans la loi générale, la loi s'applique dès lors qu'elle est votée et promulguée. Elle s'applique. On ne met pas en demeure une loi qui est votée. C'est l'essence même de la loi. La rétroactivité ne vient que lorsqu'on est en pénal. Et comment ça s'applique? J'ai toujours donné un exemple. C'est que on dit voler une poule équivaut à 6 mois de prison. Quelqu'un vole une poule, on lui applique la loi, il a 6 mois. Entre-temps, il n'a pas terminé son séjour à la prison. La loi pénale change. Et on dit voler une poule maintenant équivaut à 3 mois. La loi s'applique. Parce que c'est l'immédiateté de la loi. La loi lui est appliquée immédiatement. S'il a dépassé déjà les 3 mois, il est libéré automatiquement. Voilà. S'il n'a pas encore fait les 3 mois, il termine les 3 mois et c'est la nouvelle loi qui lui est appliquée. Voilà ce que c'est que la rétroactivité de la loi. Oui, mais c'est la question qui divise peut-être donc, toute la classe politique. En clair, je vais terminer. En clair, c'est le refus obstiné de faire ces réformes-là qui amène les uns les autres à prendre des positions aujourd'hui. Et comme les politiques ne veulent pas faire les réformes, il y a le peuple souverain qui doit normalement demander que ces réformes-là soient faites. Et moi, je suis pour que le peuple souverain se manifeste. Voilà, Augustin Sizi, une analyse. Non, mais je pense que je ne suis pas peut-être forcément en odeur de sainteté avec les propos de Francis Pedro dans leur plénitude. D'abord sur la question des réformes. Et le constat, il est fait actuellement que les réformes ne sont pas faites. Mais les responsabilités du fait que les réformes ne sont pas faites sont des responsabilités partagées. Et nous souvenons quand même qu'après l'accord politique global en 2006,
la première personnalité qui était chef du gouvernement était issue de l'opposition. Voilà. Et donc, aurait pu commencer déjà à semer les bases de ces réformes-là. Je pense que ce n'est pas fait. Ensuite, par rapport à ces réformes également, après donc ce gouvernement, je pense que l'opposition a pu faire un examen de conscience. Entre-temps, l'opposition a intégré plusieurs fois le gouvernement. L'opposition n'a pas daigné dans une certaine mesure participer d'une certaine manière à faire les réformes. Mais ensuite, on ne parle pas de réforme seulement en termes de projet de loi qui viennent du gouvernement. On parle de réforme en termes de proposition de loi. Et c'est d'ailleurs le cas d'espèce qu'on est en train d'assister avec le CAR, il a dit. Je pense que dans notre constitution, il est inscrit clairement que lorsque vous avez concurremment au moins le 5e de l'Assemblée nationale, vous avez la possibilité d'introduire une proposition de loi. L'opposition n'a pas fait ça jusqu'à aujourd'hui. La responsabilité aussi incombe au pouvoir parce que dans tous les cas, vous êtes un parti qui est au pouvoir et donc vous avez aussi l'obligation de passer. C'est pour dire que les responsabilités sont engagées. Au demeurant, on constate quand même qu'il y a beaucoup d'autres sujets brûlants de l'heure sur lesquels l'autorité publique actuelle a pu travailler, mais on constate quand même que pour participer de l'apaisement, il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut faire ces réformes-là pour que le pays connaisse davantage plus d'apaisement. Maintenant, lorsqu'on va dans le sens du caractère actif ou non de la loi, je pense que je ne suis pas juriste, je suis journaliste, mais bon, un peu comme Francis Pedro, j'ai les notions de droit naturellement. Et donc, de ce point de vue, je pense que les voies les plus autorisées politiquement, on peut faire un débat qui n'a pas accouché forcément de grandes choses, et ça a soulevé certaines personnalités du monde universitaire et qui ont coupé court à ce débat et qui ont dit clairement que cette question de rétroactivité n'en est pas une et que si la loi est votée, ça ne s'applique pas au chef de l'État actuel, il a déjà fait de mandat. Mais ça a été des démonstrations qui ont été faites. Je pense que je ne suis pas forcément la voie la plus autorisée pour revenir là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient quand même qu'il faut aller beaucoup plus de l'avant, que les réformes doivent être faites. Si tant est que la réflexion au niveau de l'opposition amène encore les gens à réfléchir sur le caractère non rétroactif ou rétroactif de cette loi, je pense que ça risque davantage de braquer les gens. Et d'ailleurs, même ça ne devait même pas braquer parce que ce qui est certain, la loi, elle sera votée, le caractère rétroactif ou non, la Cour constitutionnelle, elle est là, elle est souveraine, elle va trancher, et puis bon, ce qu'il en est, et puis tout le monde est... Nous sommes tous égaux devant la loi, tout le monde va tirer la leçon justement de ce que la Cour constitutionnelle va dire. La PG préconisait que ces réformes se fassent dans un cadre consensuel, c'est ce que l'opposition a dû faire en demandant au chef de l'État d'ouvrir un cadre pour que cela soit fait. Les cadres. Lorsque vous parlez des cadres, je pense que les cadres, on va dire qu'il n'y a pas de cadres. Il y a eu des cadres. Il y a le CPDC, il y a le CPDC+. On ne peut pas dire, par la suite, même lorsqu'il y a eu d'autres cadres et les gens ont discuté, vous allez constater que c'est une bonne partie des résultats, si on peut le dire comme cela, du dialogue du CPD+, du CPD+, qui, c'est cette partie-là, c'est ces résultats-là qui ont été utilisés comme base de données pour essayer de voir si on peut davantage fignoler certaines parties et avoir un document définitif. Ouais. C'est donc reconnaître directement ou indirectement que le travail qui a été fait entre-temps par le CPDC ou le CPD+, a été un travail non moins bon. Voilà. Francis Pedro? Oui, le débat est là. Devons-nous faire les lois pour une personne ou pour le peuple? Le débat est à ce niveau-là. Lorsque mon collègue dit qu'il y a des universités, et je les ai tous écoutés, aucun, d'après moi, même le professeur Kokoroko dont on parle, aucun n'a jamais dit que la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, laissait le libre champ à l'actuel président. Non, aucun ne l'a dit. C'est-à-dire, en clair, et ça, je veux immédiatement rectifier cela, le chef de l'État actuel n'a pas encore terminé son mandat. Voilà. Non, son mandat n'est pas terminé. Personne il est en cours de mandat, en cours de fin de mandat. Voilà. Ça, c'est clair et c'est net. Mais
c'est quoi aujourd'hui? Si on prend la géopolitique mondiale, nul ne peut faire, en tout cas, tu fais 2 mandats, tu t'en vas. C'est ça dans le monde aujourd'hui. Mais la Constitution, elle est claire pour le moment. C'est ça dans le monde aujourd'hui. C'est ça dans la sous-région aujourd'hui. Le Togo ne ferait pas exception. Je crois que dans l'UNI, il y a des gens capables. Il y a des gens, je dirais même, plus intellectuellement fourbis que le chef de l'État actuel. Pourquoi on le vise lui seul? Pourquoi, excusez-moi, pourquoi on ne vise pas le pays? Moi, je m'en fous si l'UNI présente un candidat que les populations votent. Je m'en fous, c'est la démocratie. Oui, mais de grâce, nous avons traversé et ce régime a suffisamment fait de mal à notre pays. Suffisamment. Non, je veux terminer. Je veux vraiment terminer. Nous avons eu 40 ans du père. Et nous avons eu 10 ans du fils. Non, c'est suffisant. Il faut un homme honnête dire que non, il faut faire une parenthèse. Il y a plusieurs. Une famille ne peut pas prendre en otage un pays pendant 50 ans. Et on se dit, oui, rebelote. Je dis que ce n'est pas une bonne chose. Le peuple souverain doit régler ce problème-là une fois pour deux. Oui, Francis Pedro, quand vous parlez de... Il faut être honnête. Personne n'a le monopole de l'honnêteté. Ni vous ni moi. Et lorsque vous parlez, par exemple... Moi, j'ai des preuves. Lorsque vous parlez, par exemple, du peuple, la notion du peuple est une notion profonde. Non. La notion du peuple est une notion profonde. Parce qu'il ne s'agit pas, justement, lorsque vous parlez de la notion de peuple, il ne s'agit pas de regrouper un certain nombre de personnes pour parler du peuple seulement. Maintenant, lorsque vous parlez justement qu'il ne faut pas faire une fixation, il ne faut pas avoir une seule personne, j'ai un peu comme l'impression que vous tirez une flèche qui se retourne contre vous comme un boomerang. Parce qu'en fait, je vais vous dire que lorsque vous parlez de cela, en réalité, lorsque le débat autour du caractère rétroactif de la loi, qui, on l'espère, sera voté ou pas, est instauré, c'est qu'on en fait une fixation par rapport à une personne. Pourquoi? Lorsque vous dites par exemple qu'au sein du parti UNIR, il y a des gens capables plus que le chef de l'État, je dis oui, il peut y avoir des gens capables plus que le chef de l'État actuel. Mais c'est aussi comme cela que certains pensent aussi que lorsque vous prenez le parti ANC, il y a des gens plus capables que Jean-Pierre Fabre. Et j'ai d'ailleurs l'impression que peut-être que cette assertion peut être plus valable de l'autre côté. Certains pensent qu'on aurait pu prendre quelqu'un qui est plus consensuel. Je l'ai rencontré ce monsieur qui a aussi lutté pour ce pays jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que le débat doit être un débat dépassionné. Lorsque vous parlez de la notion de limitation de mandat dans la sous-région, personne ne fait plus de 2 mandats. Oui, mais notre loi permet quoi? Posez-vous la question. Qui a fait qu'à un moment donné, en 2002, on était obligé, à un moment donné, une certaine majorité a changé certaines dispositions de la loi fondamentale au Togo. C'est justement le refus justement de l'opposition d'aller aux élections qui a permis d'avoir une majorité qui est allée jusque-là. Cette majorité-là ne peut pas aller contre un peuple togolais, le peuple togolais. C'est pour cela que j'ai dit, la notion de peuple est une notion profonde. Parce que vous pouvez parler de peuple. Je peux. Oui, je peux parler du peuple. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé parle au nom du peuple. Jean-Pierre Fabre parle au nom du peuple. Aimé Tchaboregogué va parler au nom du peuple. Agboibo, Apevon, tout le monde parle au nom du peuple. Mais tout le monde, dans son subconscient, chacun sait ce qu'on appelle peuple et les attributs du peuple. Donc, le peuple, quand il veut s'exprimer, il le fait. Ailleurs, le peuple s'est exprimé et on était obligé de prendre acte. Je suis parfaitement d'accord que le peuple prenne acte. En tout cas, à l'entame de cette émission, j'ai dit il faut que le peuple souverain prenne ses attributs et dise clairement ce qu'il veut. Mais je le répète. J'ai bien peur que ce ne soit pas le peuple, mais un peuple. C'est tout le problème. Parce qu'il y a une bonne différence entre le peuple et un peuple. Est-ce qu'au Burkina, c'est un peuple ou bien le peuple burkinabé? Vous allez essayer de voir ce qu'il en est. Mais ce qui est certain,
c'est que nous tous, nous sommes d'accord pour une démocratie paisible dans notre pays. Mais ce qu'il y a, c'est que, en tant que journaliste, nous avons donc le devoir, dans une certaine mesure, de faire des analyses, c'est vrai, à la limite, des analyses impartiales, qui permettent quand même aux téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir ce que je peux appeler la vérité. Maintenant, moi je pense que la vérité, c'est que dans tout le débat national qui a lieu actuellement, les politiques tronquent un peu, j'allais dire, ils manipulent un peu la vérité à leur compte, ce qui est aussi un jeu politique. Oui, il nous appartient, nous journalistes, de faire en sorte quand même que tout ce que nous avons à dire puisse amener les gens à être canalisés aussi bien dans leur débat ou dans les propos qu'ils tiennent vis-à-vis donc de la masse, et à faire en sorte que nous puissions arriver à un apaisement, un véritable apaisement. Et pour un véritable apaisement aussi... L'apaisement dont on parle, qui est auteur des exactions dans le pays? Qui? Répondez. Nous avons... Lorsqu'on parle d'exactions... Je vais donner un exemple. Nous avons des gens qui pris ça à la gendarmerie à côté de nous, ici, qui n'ont rien fait. On a mis sur leur tête qu'ils ont marché. Ils sont là. Qui provoque ça? Est-ce que nous allons accepter ça tout le temps? Sur la question de... Sur la question des le chef de l'État lui-même... Sur la question des incendies des marchés, moi je dis, j'ai toujours appelé, c'est une affaire ténébreuse. Tu as parlé tout à l'heure, on va parler. Je veux qu'on se prononce pas là-dessus. Parce qu'il y a eu des vérités, des contre-vérités autour de cette histoire-là. C'est mon tour de parole. Oui, c'est mon tour de parole. Je n'ai pas terminé mon assertion. Le chef de l'État lui-même a dit, c'est une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Il a dit, ça fait des années. Il ne réagit pas. Ce qui veut dire que lui-même fait partie de la minorité qui s'accapare les richesses. Raison pour laquelle on a dit, oh là, vous avez été chef de l'État, qu'on vous donne tous les rangs possibles. Et ça, je suis de ceux qui veulent qu'on puisse respecter le rang de l'actuel chef de l'État. Mais il fait ses 10 ans et il va se mettre à côté avec tous les honneurs possibles, et d'autres Togolais prennent la marche. La Constitution lorsque vous dites, mais c'est comme ça. Avec votre permission, lorsque vous dites par exemple que le chef de l'État a constaté, sur la question du fait qu'il constate qu'il y a une minorité qui s'accapare les biens du pays, c'est un constat. Après ce constat, est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en œuvre par le gouvernement pour que ça commence à être limité? Oui. Mais non. Oui, il y a. Non, justement, non. Lorsqu'on dit qu'il y a une minorité, lorsqu'on met sur pied certaines structures pour faire en sorte que ceux qui sont minoritaires s'accaparent les biens de l'État et que vous ne voulez pas reconnaître, c'est pas normal. Mais oui, il y a un début. Il y a un début. On ne peut pas arrêter les gens. L'OTR, c'est à quelle fin, par exemple? Mais l'OTR qui n'a rien foutu depuis qui est là. Quand est-ce qu'on a mis l'OTR pour que vous vouliez que l'OTR puisse avoir déjà des résultats? Alors qu'il y a déjà des résultats que vous refusez de voir. Encore une grosse bêtise. Encore une grosse bêtise de mettre notre argent dans les mains de l'étranger. Soyez beaucoup plus Monsieur Amouzou, monsieur Sising, je dis c'est une bêtise. On va mettre la balle à terre, s'il vous plaît. C'est pas aussi aisé. On va mettre la balle à terre. On est parfois au pouvoir. C'est pas aussi aisé d'être aussi de l'autre côté. Ça fait 50 ans que ça dure, mon ami. Monsieur Amouzou, monsieur Sising, mettons la balle à terre. Ça, c'est un autre débat. Mais ce n'est pas un débat, c'est le débat. C'est un autre débat. Non. C'est un débat sur lequel j'ai un autre point de vue. Je vous en prie. Ça fait 50 ans que ça dure. Chers confrères, je vous en prie, mettons la balle à terre parce que les téléspectateurs nous suivent à la maison. Il faut qu'on évolue un peu dans le débat. Je veux qu'on revienne sur la question même des réformes. C'est que les réformes, on en parle tout le temps, des réformes là. Aujourd'hui, on a l'impression que les deux camps, je parle de l'opposition et je parle aussi également du pouvoir, ne veulent même pas que ces réformes avancent. C'est l'impression que moi j'ai. Ah mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai souvenance qu'à la création, déjà, du collectif Sauvons le Togo, le premier acte, c'était les réformes. Et nous avons sorti un manifeste pour ça. Et le manifeste, c'était, premièrement, les réformes, d'abord les mesures d'apaisement dans le pays, ensuite les réformes, et puis les élections, à commencer par les élections locales. Quand nous avons sorti ça, c'est du bois vert que nous avons reçu. Des gens qui ont réfléchi pour dire, écoutez, il faut l'apaisement dans le pays. L'apaisement, ce n'est pas pour un camp et contre un autre camp. Des mesures d'apaisement dans le pays, oui.
Parce qu'on ne peut développer un pays qu'à partir de là. Il y a des rancœurs, il faut taire ces rancœurs-là. C'est ce que le collectif Sauverons le Togo a sorti. Mais c'est du bois vert. Et aujourd'hui, nous sommes, lorsque ça flambe ailleurs, nous sommes à parler des mesures d'apaisement. C'est tout simpliste. Il faut faire les choses à temps pour que ça ne nous rattrape pas. Tout mon problème est à ce niveau-là. Mais les réformes, dès qu'on les a demandées, je dis et je répète, je laisse les CPDC, je laisse tout ça là. Le gouvernement d'Aoumé Zounou est venu devant l'Assemblée nationale. Il a inscrit dans son programme général, je vais faire les réformes. Nenni, il ne l'a pas fait. On ne va pas jeter la faute sur quelqu'un. C'est tout dernièrement. Le dernier gouvernement, en tout cas le gouvernement qui est là en ce moment, a pour politique générale faire les réformes. Et j'ai été surpris, à Ouiri même, qu'un gouvernement ait envoyé un projet de loi constitutionnel à l'Assemblée nationale. Et c'est sa majorité qui le désavoue sans conséquence. Non, il faut lire. Mon confrère me dit de lire. Je suis en train de lire les actes qui sont posés. J'aurais pu comprendre que l'Assemblée nationale, dans sa souveraineté, puisse refuser au chef de gouvernement un projet de loi. Mais le gouvernement doit tirer conséquence. Le gouvernement n'a pas tiré conséquence. L'Assemblée nationale aussi n'a pas tiré conséquence de la chose. Oui, ben des réformes, non. Nous sommes d'accord. Nous sommes assez. Il faut faire les réformes aujourd'hui. Auquel cas, mais l'apaisement que nous cherchons là, nous n'allons pas l'avoir. Hein. Mais on a l'impression que... On ne va pas l'avoir. Non, il y a pas, on va modérer les propos parce que les gens nous suivent à la maison. J'aimerais vous poser cette question, Francis Pedro Amouzou. On a l'impression que l'opposition, dites-moi si je me trompe, devait aller à ces réformes bien avant les législatives. On devait passer par des élections locales avant les législatives. Mais on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Vous m'amenez là très bien. Ouais. Vous m'amenez, avant les législatives, l'opposition avait demandé un dialogue pour se faire. Maintenant, et on est allé à une sorte de dialogue qu'on appelle OCDI avec l'ambassadeur des États-Unis et Monseigneur Bariga. Mais là-bas, c'est rien que les réformes qui sont demandées. Et lorsque les deux ministres qui ont représenté le gouvernement, je parle du ministre Yak Dameham et du ministre de l'administration territoriale, M. Gilbert Bawara, quand on leur a posé des questions pendant 3 jours, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu mandat. Allez lire les minutes de ce dialogue-là, qu'ils n'ont pas eu mandat de discuter des réformes. Alors, souverainement, les gens ont dit, qu'à cela ne tienne, vous n'avez pas eu mandat, vous devez avoir mandat de qui? Ils disent du président de la République. Qu'à cela ne tienne, allons voir le président de la République. Et on a demandé à Monseigneur Bariga de prendre audience auprès du chef de l'État pour que tout le monde se retrouve auprès du chef de l'État pour régler cette affaire des réformes. Monseigneur Bariga a appelé le président de la République. Depuis cette date-là, le président de la République n'a pas répondu à Monseigneur Bariga. Vous devez comprendre que c'est le chef de l'État qui ne veut pas des réformes. Voilà, vous avez parlé par exemple de l'apaisement. Et vous dites oui, l'apaisement entre-temps. Et entre-temps, vous estimez que, bon, on parle des réformes, et entre-temps, on parle d'apaisement, et que ce serait trop simpliste. Mais j'ai l'impression quand même que vous vous dédisez. Non. Parce que lorsque vous ne pouvez pas parler d'apaisement, et en même temps, par rapport aux réformes, estimer que parler d'apaisement aux côtés des réformes serait quelque chose de trop simpliste. Ensuite, lorsque nous parlons d'apaisement, lorsque vous traînez des propos, Francis Pedro, vous devez faire un peu... vous devez vous élever davantage, parce que lorsque vous parlez, par exemple, de tel nombre d'années, c'est trop. Oui, tel nombre d'années, ça peut être grand. Sur ma personne, m'élever un peu, je peux vous apporter les preuves que pendant les manifestations, moi, je parle, la gendarmerie est là. On a arrêté plusieurs agents de sécurité qui étaient parmi les manifestants en train de créer des problèmes. Quand on les a arrêtés,
je les ai protégés. Oui, au oui. prix, Non, au moi, prix, j'ai pas- au moi- prix de ma personne, non, je les ai moi, protégés. moi, je Et parle- les armes que nous avons arrêtées, Non. j'ai retourné ces Non, armes-là à la Francis gendarmerie. Pedro, À la on va- gendarmerie. on va- Donc, je sais bien ce que je dis Voilà. en Oui. parlant d'apaisement. Parce que moi, ce n'est pas le déluge que je cherche. Mais lorsque Oui, mais vous des ne gens cherchez font pas- serment... vous ne cherchez pas le déluge. Mais lorsque Oui. les gens font serment, lorsque vous font ne- semblant vous ne cherchez de pas- faire vous ne cherchez croire... pas le Monsieur Amouzou, déluge. cher confrère, Vous ne cherchez pas on le va déluge. parler à C'est tout pas de rôle. normal. On va parler à tout de Mais rôle. lorsque vous dites, par exemple, que, ben, écoutez, ce gouvernement, il ne fait rien, et que, bon, les réformes, les gens sont venus. Mais prenez par exemple un projet. Lorsque nous avons un projet, hein, on met en œuvre un projet, on se fixe un objectif, mais il y a ce qu'on Pendant appelle combien de temps? parfois Monsieur des Pedro. externalités qui parfois troublent notre envie de pouvoir atteindre l'objectif là. Si nous constatons cela, il est important, et ça je pense que c'est en cela que justement la responsabilité de l'opposition aussi est engagée. Lorsque on promet devant l'Assemblée nationale qu'on doit faire ceci ou cela, et entre-temps il y a des externalités, des urgences qui font que le gouvernement n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il est important quand même que l'opposition attire l'attention des gouvernants sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que l'opposition a fait? Lorsque vous dites par exemple, bon écoute, le père a fait 38 ans, et le fils a fait 10 ans, ça suffit? Oui. Je dis, Vous aurez le temps de ça ne réagir, vous aurez suffit le temps pas, de réagir. ça ne suffit pas qu'on dise, alors on ne peut pas. Est-ce que la loi permet que telle personne puisse se représenter? Oui. Si oui, où est le débat? Voilà. Alors, est-ce que l'opposition est suffisamment aguerrie et est certaine qu'elle peut gagner telle personne si cette telle personne est candidate? Si oui, où est le débat? Pourquoi a-t-on peur? Il n'y a pas de problème. Je pense que l'essence même... Non, j'allais dire, l'essence même de la démocratie, C'est quoi? c'est aussi de savoir que le débat contradictoire voudrait que, hein, pendant que nous avons certains éléments qui nourrissent notre argumentaire, qu'on sache que l'autre aussi a certains éléments qui nourrissent son argumentaire. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Oui, mais et que lorsqu'il y a un jeu sur la base d'un certain nombre d'éléments qui constituent ce qu'on appelle la loi fondamentale, qu'on le respecte. Dès lors que la loi fondamentale n'est pas changée dans notre pays, si le parti uni se décide par exemple de représenter le chef de l'État comme candidat, Qui le présente? où est le problème? Qui le présente? J'aimerais faire une pichenette. Voilà. Est-ce que l'opposition est capable de faire ceci? Est-ce que tel est capable de faire ceci? J'ai fait partie d'une délégation qui a rencontré la mission des Nations Unies la dernière fois. Ils ont commencé par nous parler d'élections apaisées. On s'est insurgé contre ça. On s'est insurgé. Pourquoi on s'est insurgé? Dans aucun annal, il n'y a pas élection apaisée. Il y a élection transparente, équitable. C'est ça dans les annales. 2. Nous leur avons posé la question. En 2010, les VSAT ont fonctionné à 80%. Pourquoi vos VSAT que vous avez placés, vous n'avez pas donné les résultats des VSAT? Alors, donc, il faut donner des résultats à 80% Attention, de notre attention, pays. Il ne faut pas attention. donner des résultats à 100%. J'ai le monopole. Allez-y. Pour le moment, à cet instant-là. Non, vous n'avez pas le monopole de la parole. Non, ici, à cet instant. Non, à cet instant-là, j'ai le monopole. Pour le moment. Non. On vous Vous avez donnera. juste la parole, pas le monopole de la Vous parole. aurez le monopole, vous aussi. On va mettre pas la terre, cher Donc, confrère. nous avons posé cette question-là pour dire, écoutez, ne venez pas tout le temps dire des choses et vous repartez, vous revenez, vous dites d'autres choses et ainsi de suite. Non, le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin vraiment que tout se passe dans la transparence et que tout le monde, si quelqu'un sort, mais celui qui va dire non sera de mauvaise foi. Mais lorsque moi je sais, au Togo ici, que les élections sont toujours frauduleuses, parce que j'ai vécu ça moi-même, en étant membre de la CELI, zone 4. Je donne des exemples clairs et nets. Quand vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez fait? Mon ami, Quels sont les éléments de fraude que vous avez par rapport à la fraude? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vécu ça? Et puis, j'ai discuté avec un confrère. Vous êtes journaliste. Tantôt, c'est pour dire que nous avons eu un manifeste. Tantôt, c'est pour dire que vous avez rencontré une délégation. Ou bien en tant que membre d'un groupe d'intérêt politique. Non, ça pose problème. Non, ça ne pose pas problème. Ça me pose problème. Vous voyez, je vais t'invoquer l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut aller le lire. L'article 21 me donne tous les droits de parler de politique dans mon pays.
lorsque ça me concerne, Pour je dois en parler. Moi-même, je suis d'accord avec vous, puisque toi et moi, nous sommes en train de faire un débat politique. Ne me fais pas. Mais vous avez dit. Je dis oui. Vous avez dit. Tu as dit tout de suite. Tu as dit tout de suite. Oui, je l'ai dit. Nous avons rendu le manifeste. Vous qui? Oui. Vous qui? Monsieur. Nous, société civile. Nous, société civile. Je vous concède. Si c'est société civile, je vous concède. Ouais. Ben, écoutez, écoutez, chers chacun confrères, on va organiser. Moi, j'ai une conscience aguerrie. Je ne suis pas du genre à suivre les errements. Et puis lorsque vous je ne suis pas du genre à suivre les errements. Il n'y a pas de problème. On peut mettre dans la terre. Mon pays est important. Francis, non, on va mettre. S'il vous plaît, on va calmer. Je crois que tu es là pour me poser des questions. Non. On pose la balle. Tu me poses des questions, je vais répondre. Non, écoutez. J'ai des arguments solides pour répondre. Je vous en prie. On nous suit à la maison. Monsieur Sisi. Alors vous m'en posez, moi je t'en ai pas posé. On va respecter les invités. Ah ben c'est clair. Oui, Daniel, avec votre permission. Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah ben mais oui, il n'y a pas de problème. Francis Pedro est un confrère avec qui j'ai de très bonnes relations. Exact. Mais ce que je vous propose, ce que je voudrais dire, voilà. lorsqu'on dit par exemple que j'aimerais d'abord des élections apaisées, il n'y a pas ça dans une année. J'ai dit non. Non, mais mon ami, il n'y en a pas. Donne-moi l'annale où c'est écrit élection apaisée. On va changer, on va avancer. Donne-moi l'annale. Est-ce que vous pensez qu'il faille que tout ce que nous avons à utiliser existe dans une annale avant que nous, on puisse l'appliquer? Chers confrères, la situation qui prend dans notre pays n'est pas forcément la même que dans un autre pays. Ce qui veut dire qu'il faut laisser les gens frauder les élections tout le temps. Le langage élection apaisée est un langage exclusivement togolais ou bien universellement reconnu? Mon ami, ça s'utilise partout. Moi, je sais. Francis Pedro, il ne faut pas dire que ça n'existe pas dans une annale. Je dis ça n'existe pas dans un annale. Il faut que nous puissions dire certaines choses et qu'on puisse les assumer. Je les assume. Vous pouvez les assumer. Je les assume pleinement. Vous pouvez les assumer sans pouvoir avoir des éléments qui nourrissent les raisons qui vous amènent à les assumer. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que l'élection apaisée, ça n'existe pas dans un annale. Alors qu'on ne peut pas l'utiliser. Élection transparente, oui. Non, lorsqu'on vient pour une négociation, Francis Pedro, on ne va pas dans les annales pour voir les terminologies en termes de vocabulaire avant de les utiliser avec les différentes parties. Mon ami, non. On va couper l'émission si vous ne permettez pas. Le débat, on le suit à la maison. Donc je vous propose, s'il vous plaît, de répondre à tour de rôle pour que nous puissions vraiment en tirer quelque chose. Qui me pose des questions. Voilà, parce que vous m'avez donné du fil à retordre tout au long pendant plus de 15 minutes. Je n'ai pas pu pour voter. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette question, parce qu'on va fermer cette page liée aux réformes, parce que le débat va de gauche et à droite et c'est pas bon. J'aimerais qu'on revienne sur la question qui divise actuellement l'opposition. Je vais parler d'une part de nos amis, du collectif du CAR et d'Adi, qui sont en train de vouloir faire une proposition de loi pour aller vers ces réformes. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu un signal fort de la part de l'autre bloc de l'opposition pour accompagner cette action salutaire que nous jugeons salutaire. Comment on peut l'expliquer, M. Sisi? Non, moi je pense que c'est aussi, j'allais dire, pratiquement un talon d'Achille de l'opposition. Actuellement, vous savez que la candidature unique de Jean-Pierre Fabre, par exemple, divise et elle est discutable. Je concède quand même qu'il y a 8 partis politiques qui se sont mis d'accord. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres partis politiques qui ne sont pas forcément d'accord pour cela. D'autres qui disent que dans le processus de désignation, il est important quand même que on puisse intégrer les autres partis qui ne font pas partie du conclave CST arc-en-ciel, d'accord? Maintenant, si tant est que ça puisse diviser l'opposition au point que d'un autre côté nous avons CAP 2015 et puis de l'autre nous avons le couple Adika et que ce couple-là propose un projet de loi. Et il me semble que l'on devrait, dans une certaine mesure, au niveau de CAP 2015, s'élever pour essayer de voir dans quelle mesure on peut soutenir cette proposition de loi. Si tant est que la proposition de loi requiert l'assentiment de l'aspiration profonde qu'a certains, du moins une bonne partie des gens, si tant est que ça peut faire en sorte que nous puissions avoir des réformes au niveau du pays avant les élections, pourquoi pas? C'est pas un peu contradictoire comme action, parce qu'on sait qu'ils ont pris part au conclave, ils sont partis, et ils reviennent avec une proposition qu'ils soumettent aux gars qui ont désavoué hier. Mais écoutez, nous sommes dans
nous sommes purement dans un débat purement politique. Voilà. Sur la désignation de Jean-Pierre Fabre, certains responsables de l'ADI et du CAR ont dit qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas d'accord de la procédure et qu'ils estiment qu'il faut élargir cela. Ils sont dans leur logique parce que leur projet de proposition de loi, ils la soumettent au niveau de CAP 2015, même au niveau de la majorité gouvernementale, et ils soumettent cette proposition de loi également à certains partis d'opposition qui ne font pas partie du CST ni d'Arc-en-Ciel. Ça veut dire qu'ils ont une démarche beaucoup plus inclusive. Il n'y a rien de contradictoire. Voilà. On peut ne pas être d'accord sur un aspect donné sur la base d'une raison fondamentale. La raison, c'est qu'il faut élargir l'adhésion de la désignation de la candidature de Jean-Pierre Fabre aux autres partis d'opposition. Donc maintenant, la proposition de loi venant de ce couple, notamment Adi et Car, se repose davantage sur ce soubassement-là, sur ce socle, notamment faire en sorte que tous les autres puissent avoir une adhésion, notamment les partis dans CAP 2015 et les autres partis qui ne font pas partie ni de CST ni d'Arc-en-Ciel. Donc ça n'a rien de contradictoire. Dans le fond, faire une proposition de loi est une bonne chose. Dans le fond, c'est une bonne chose. Mais dans la forme, il faut regarder très bien. Parce qu'en politique, il y a le fond, il y a la forme. Mon collègue vient de parler, il a dit que c'est une question éminemment politique. Je suis d'accord avec lui que c'est éminemment politique. Parce que les pions, quand on les pousse, les gens ne poussent pas leurs pions par hasard. Donc, la forme a été viciée. Je rappelle ici que les premières décisions du conclave étaient une proposition de loi. Faire une proposition de loi ensemble et déposer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. On n'avait pas terminé le conclave quand Adi et le cas sont sortis. N'est-ce pas? C'est de bonne guerre. Je ne peux pas les tancer parce qu'ils ont quitté la terre de New York. Je ne peux pas. Je ne sais pas les raisons qui les ont poussés à le faire. Maintenant, ayant quitté le conclave, ils sont allés faire une proposition, une rédaction de proposition de loi. N'est-ce pas? La forme qu'ils ont utilisée, sachant très bien qu'à eux deux, ils n'ont que 7 députés. 7. Et qu'ils avaient besoin obligatoirement des autres pour y aller. Moi, si j'étais à leur place, la première chose que je ferais, c'est d'aller d'abord prendre langue avec les collègues. Puisque cette question-là, c'est une question générale. Ça concerne tout le monde. D'aller le faire et de voir. Peut-être qu'ils refusent ou qu'ils acceptent. La forme n'a pas été respectée. On est allé et on a fait une conférence de presse où les bandes sont encore là. Au moment où on faisait cette conférence de presse, pour dire il faut qu'on se mette ensemble pour faire une proposition de loi, on a invectivé ceux qui doivent s'ajouter à vous, publiquement. Et ce n'est qu'après que vous revenez maintenant pour demander aux autres, mais voilà, nous avons une proposition de loi. Qu'à cela ne tienne, ça c'est la forme. Mais moi, ce que je pense, je crois qu'il faut prendre cette loi-là, en tout cas cette mouture-là, la regarder et voir s'il y a quelque chose, on peut s'accorder sur quelque chose. Et je crois que c'est ce que les gens sont en train de faire. Mais se dire, ah oui, nous allons tendre un piège à l'autre pour voir s'il va tomber dans le piège. Mais les autres aussi sont assez intelligents pour ne pas tomber dans le piège. Oui, mais on a toujours assisté à ce phénomène depuis des années. Hein. L'opposition, même en son sein, ne s'entend pas. Vous savez... Comment le camp en face... Non, vous savez... Hein? Dites-moi, dans quel pays l'opposition s'est entendue? Dites-moi ça. Dans quel pays? Pourquoi alors vouloir s'unir? Attendez, je vais patiemment, parce que j'ai les preuves de ce que j'avance. Voilà, allez-y. Prenez en France, c'est là, nous tous, nous tirons exemple de ça. Prenez ce qui se passe à l'UMP. Prenez ce qui se passe dans
le PS, le Parti le Socialiste. PS et consorts, les voix sont dissonantes. Mais ça n'empêche pas d'évoluer. Je veux prendre le Burkina. Il y avait une partie de l'opposition, à un moment donné, a plié bagage pour aller soutenir le pouvoir. Ça a gêné quelqu'un. C'est au Togo seulement qu'on veut formaliser tout. Et dès qu'on se met dans la formalisation de ces choses-là, vous êtes sûr que vous allez créer des problèmes. Pour moi, je dis dans l'opposition, ceux qui peuvent s'entendre, qu'ils s'entendent. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas s'entendre, ce n'est pas un problème. On ne peut pas faire un problème de ça. Faire un problème de cette affaire-là, c'est ça qui nous crée des problèmes tous les jours. Voilà. Donc l'opposition ne peut pas, on ne peut pas mettre dans un sac les crabes, voilà, les serpents, les langoustes, les poissons. C'est un, détonateur explosif. Ceux qui peuvent s'entendre, je suis pour ceux qui peuvent s'entendre, s'entendent. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne s'entendent pas. Voilà. Le peuple est souverain. Voilà, Augustin Sissi, allez-y avec votre... Le peuple est souverain, je ne suis pas forcément du même avis. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même compréhension de l'expression que l'opposition s'entend. On ne demande pas à l'opposition de regarder dans la même direction. Parce que là, Nétienne, au sein de l'opposition, il y a plusieurs idéologies. Alors. Il y a des socialistes au sein de l'opposition. Il y a des libéraux. Qui sont des libéraux. Il y a des ultra-libéraux. Oui. Mais je pense qu'au sein de l'opposition, on ne demande pas que les gens regardent forcément dans la même direction. Mais lorsque nous faisons le débat en termes d'union de l'opposition, c'est qu'on dit que par rapport à un certain nombre de défis majeurs, l'opposition devrait s'entendre sur le minimum. C'est ça qui constitue un déficit. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le cas d'espèce même de cette loi et qui crée par exemple un problème, Francis Pedro a dit par exemple, lorsqu'on veut tendre par exemple un piège, est-ce que c'est un piège? Je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, j'en sais quelque chose. Moi, je travaille sur la base, je travaille beaucoup plus sur le factuel. Je travaille sur la base de ce que j'ai comme élément. Je ne vais pas... Est-ce que lors de la conférence de presse, est-ce qu'on a invectivé réellement? J'ai la bande, moi. Maintenant, j'ai la bande. Là où justement nous parlons de la politique, la différence justement dans notre façon notre approche de la politique, c'est de savoir qu'en politique, nous sommes obligés parfois de prendre la hauteur. Et nous sommes obligés de faire parfois table rase d'un passé, fut-il récent ou lointain, au nom d'un intérêt supérieur. Parce que dès lors que les intérêts partisans prennent le dessus sur l'intérêt supérieur, ça pose souvent problème. Et j'ai un peu comme l'impression que souvent c'est ça qui a été un problème fondamental pour l'opposition. Chacun regarde pour sa part. Et chacun explique, entre guillemets, au peuple sa vision de la chose et fait tout pour invectiver, pour réduire l'autre au néant. Nous oublions qu'à tout moment, chaque force peut devenir une force charnière, chaque force peut devenir une force qui peut aider dans une certaine mesure. Je pense qu'il faut que l'opposition prenne la hauteur par rapport à cela. La révolution dont nous parlons, la révolution, si tant est qu'elle doit arriver, doit être une autre forme de révolution. Nous n'avons pas les mêmes anthropologies. L'anthropologie du peuple togolais n'est pas forcément la même que l'anthropologie du peuple béninois, burkinabé ou que sais-je encore. Donc c'est en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'il faut essayer de réfléchir. Oui, je peux concéder si quelqu'un a un agenda caché. On est intelligent, mais il faut prendre de la hauteur. Parce que parfois, il n'y a aucun agenda, mais on se fait à l'idée qu'il y a un agenda et nous me montons dans le gouffre alors qu'il n'en avait aucun. Donc je pense qu'il faut prendre la hauteur et essayer de voir comment ce qui peut être sauvé jusqu'à cela puisse l'être et que le Togo puisse avancer. Effectivement, que le Togo puisse avancer. Francis Pedro, derrière. Mais exact. Et tout ce dont nous discutons ici, c'est quoi? C'est qu'on fasse les choses normalement, simplement, sans fioriture et sans anicroche. Mais dès lors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux lorsque, pour au moins ne pas regarder dans la même direction, mais s'accorder sur le minimum, on se dit, allons rester quelque part. Lavons notre linge sale en famille et ressortons requinqués avec quelque chose. Tout le monde sait qu'à un conclave, il y a toujours des couacs.
mais ça reste conclave. Dès que ça sort du conclave, c'est fini. Voilà. Le but cherché n'est plus réalisé, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes en conclave, à un petit coup, paf, la presse est au courant. Vous sortez avec fracas, vous revenez, vous ressortez avec fracas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, mon ami? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les minutes du conclave. Voilà. Parce que je joue un rôle aujourd'hui, j'ai eu cette chance-là. Et je suis malheureux que je sais le que cas, vous jouez un rôle. le cas et la vie puissent sortir. C'est pour ça que je disais que lorsque je discute avec vous comme un confrère, parfois sur certains points, je suis un peu gêné. Et aller faire autant de bruit. Voilà. Moi, j'appelle ça du bruit. Voilà, je vais proposer le problème, confrères. Je reconnais la capacité du cas, la capacité d'Adi. Mais ça, c'est Francis Pedro qui parle en son nom. Je trouve que la manière dont ils ont fait, ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas le meilleur moyen de réussir ce qu'ils ont fait. Mais qu'à cela ne tienne, il faut analyser ce qu'ils ont fait et prendre ce qui est essentiel dedans. C'est fou de tout. Francis, le problème même, c'est le propre du politique togolais. Le propre du politique togolais. Et même de l'opposition, on en a vu souvent. C'est-à-dire que lorsque vous disputez, lorsqu'il y a chose... Il ne faut pas voir le côté, c'est-à-dire que la désignation même de la candidature pouvait être du côté de l'autre côté, que l'autre côté ferait la même chose. Donc, c'est le propre du fonctionnement. Je pense que c'est pour cela. Si vous n'êtes pas d'accord sur la manière, je voudrais vous dire que même lorsqu'on discute dans le sens de la candidature, il ne faut pas que la discussion dans le sens de la candidature prenne la forme d'une dictature qui est enveloppée. Alors, et si ça prend la forme d'une dictature qui est enveloppée, les gens diraient, on sait finalement quoi. C'est ça le problème. Comment tu peux penser que c'est une dictature? Parce que la candidature unique ne repose pas sur du néant. Si on doit être sérieux pour dégager une candidature unique, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Au point que d'autres personnes ne soient pas forcément d'accord. Avant de prendre en compte les éléments ceux qui ne sont pas sérieux, des éléments sur lesquels il faut revoir. Est-ce que ceux qui ne sont pas sérieux, c'est eux qui ont raison ou c'est eux qui ont tort? Je vais parler de sérieux. Maintenant, je ne pense pas. On va avancer, mon ami. Nous avons tellement de sujets. Moi, je ne suis candidat à rien. Pourquoi pas? Je demeure journaliste. Voilà, vous demeurez journaliste, monsieur Cizé, vous demeurez également journaliste, monsieur Francis Pedro Amouzou. Nous allons parler maintenant de cette refondation de l'armée qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. D'autres voient, ils ont des analyses un peu diversifiées sur la question. Monsieur Augustin Cizé, est-ce que cette refondation cache quelque chose? Non, enfin, en tant qu'analyste, hein? Moi, je ne pense pas que la refondation puisse cacher forcément quelque chose. Mais je ne peux pas l'affirmer de grâce. Maintenant, mais je ne crois pas que la refondation puisse cacher quelque chose parce que il me souvient que la refondation de l'armée avait été annoncée depuis un temps. Voilà. Et donc, je présume que depuis que l'annonce de la refondation avait été faite, les réflexions se menaient dans le sens de la refondation. Et moi, je dis, si tant est que cette refondation permet, dans une certaine mesure, que les instances de décision soient plus proches des corps qui doivent réagir sur le terrain et être proches davantage des populations, pourquoi pas? Si tant est que les instances de décision doivent être délocalisées, une forme de décentralisation dans la décision sur le plan territorial, de sorte à faire en sorte que la relative insécurité puisse diminuer. Pourquoi pas? Si ça peut augmenter la relative sécurité dans notre pays, pourquoi pas? Maintenant, comment c'est fait? Bon, dans la mise en œuvre, le fait que le chef de l'État échange avec ceux-là qui sont appelés au niveau stratégique de concevoir ou de mettre en œuvre justement les résultats de cette refondation. Moi, je dis, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est une approche participative. Voilà. Maintenant, ce que je mets à défi pour le gouvernement, c'est qu'il faut que cette refondation
annoncée et qui est en train d'être mise en œuvre soit sincère. Qu'elle soit sincère, c'est le même point de vue. Bon, pour une fois, il faut que je m'accorde avec mon collègue. Pas pour une fois. Je m'accorde avec mon collègue. Moi, j'aurais préféré autre chose. Vous savez, le pays a de ces idiots problèmes politiques. J'aurais estimé que le chef de l'État, ce qu'il est en train de faire avec l'armée aujourd'hui, le fasse avec la classe politique. C'est-à-dire, je dis, mais écoutez, voilà, nous avons des problèmes. Mais quel est votre avis là-dessus? Échange avec, comme il est en train de le faire, hein, avec les partis politiques, pour au moins apaiser le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Apaiser le climat sociopolitique. Et puis après, on parlera de refondation de l'armée. Ce n'est pas une bonne chose, je prends en compte ce qu'il a dit, hein. Ce n'est pas une mauvaise chose de revoir le fonctionnement des forces de sécurité. Parce que nous avons des problèmes de sécurité extrêmement graves. Voilà. Qu'on puisse aller tirer à l'aéroport, prendre de l'argent à l'aéroport et que jusqu'à présent, nous n'ayons pas un rapport fidèle pour nous dire voilà comment ça s'est passé. Je dis qu'il y a matière à réflexion. Et qu'on tire au grand marché, qu'on tire sur des diplomates, mais c'est extrêmement grave. Je considère qu'on doit pouvoir, normalement, dans un pays normal, on doit déjà mettre en quarantaine des gens. Mais maintenant, je suis d'accord avec lui que cette refondation-là ne se retourne contre le peuple togolais. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé au Togo. Nous avons le film de ce qui s'est passé. Donc, si c'est dans le sens que ce qui s'est passé auparavant ne se repasse plus, je dis chapeau au chef de l'État. Mais je lui dis, Monsieur le Président, vous devez faire plus. Faites aussi sur les réformes. Les réformes sont plus nécessaires que la refondation de l'armée. Elles sont plus nécessaires. Faites la même chose. Et bon, en bon Togolais, nous dirons, oui, Monsieur le Président, vous avez fait quelque chose. Mais si vous laissez ces choses-là, on dit, lorsque vous avez mal au ventre, vous allez acheter de l'aspirine, vous allez agrandir les maux de ventre. Hein. Quand on a mal au ventre, là, on achète Élysée. Mais je vais peut-être dire à Francis Pedro que, rien n'est sûr que les réformes sont plus nécessaires que la refondation. Si le postulat de base que j'ai annoncé, si on est certain que cette refondation peut participer d'une certaine manière à élever le taux de sécurité dans notre pays et diminuer le taux de sécurité, ça veut dire que c'est bien. Et en cela, j'aimerais justement dire à Francis Pedro qui a évoqué le cas de l'aéroport qu'il faut vivre avant d'élire. Et donc, les gens ont besoin d'être en sécurité avant d'aller aux élections. Donc, on peut dire que la refondation peut être antérieure aux réformes. C'est possible. Bon, moi, je pense que les réformes sont plus nécessaires parce que le poisson pourrit par la tête. Hein? Voilà. Les militaires reçoivent des ordres. Ça dépend de où vous appelez la tête. Les militaires reçoivent des ordres. Ah, si vous montrez la queue que c'est la tête et vous êtes... Les militaires reçoivent des ordres. Merci à vous, j'ai compris. Donc, moi, je répète et je dis, le peuple doit prendre ses responsabilités. Voilà. C'est clair. Le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit par la tête. Et le peuple a besoin vraiment de sécurité. Voilà, donc si la refondation peut aider, pourquoi pas. Le poisson finit par la tête, le peuple a besoin de sécurité. C'est sur ces deux phrases que nous allons conclure cette émission. Merci à vous, Augustin Stizik, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire togolais des médias. Merci. Merci. Merci également à vous, Francis Pedro Amouzou, journaliste et analyste, analyste, même si vous refusez ce titre. Merci non, bon, je crois que c'est trop gros pour moi. Même s'il le fait. Laissons les grands intellectuels faire des analyses poussées. Nous, on débat un peu, on y met notre état d'âme aussi, parce que nous sommes citoyens, c'est tout. Voilà, j'espère vous retrouver très rapidement pour pouvoir essayer de défier encore, d'éclaircir la lanterne des téléspectateurs à la maison. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. Merci. Bon.